dans ce journal du mardi 18 février, voici tout de suite les titres de cette édition. Comment mettre un terme aux accidents de la route, ou du moins limiter ceux qui sont causés par des comportements à risque? Après les 3 nouveaux décès d'hier, témoignage d'un spécialiste ce soir, un moniteur d'auto-école. L'indivision foncière, problème numéro 1 en Polynésie. Elle met les familles dos à dos, elle empêche le développement du pays, elle entraîne des procès qui s'étirent sur des décennies. Quelques familles ont décidé de gérer plutôt que de se déchirer. Rendez-vous à Itiya dans un instant. Les municipales 2020, nous irons ce soir à Piré, à Papeete, et nous reviendrons à Maïna, découvrir aussi la nouvelle liste d'alliances à Fa'a d'Oscar Temaru, tandis que Gaston Floss attend la décision de la Cour de cassation à Paris pour savoir s'il va ou non entrer dans la bataille. La saison de rugby démarre sur les chapeaux de roue, nouveau souffle dans le monde du ballon ovale polynésien. Les premières rencontres ont eu lieu samedi, les prochaines le week-end qui arrive. Le surf entre officiellement aux Jeux Olympiques, première compétition au Japon. Cette année, la fine fleur du surf français s'entraîne à Papara. On revient bien sûr sur ces accidents de la route d'hier à Maïna et à Papeete. Ils endeuillent 3 familles, mais ils posent aussi questions. Question sur l'imprudence qui perdure malgré des campagnes de prévention qui se multiplient, malgré également des contrôles fréquents et des réponses pénales plus lourdes. Les mêmes interlocuteurs répètent les mêmes phrases sans que le message passe. Alors, Stéphane Ratineau et Christian Dezeau ont passé la matinée avec un moniteur d'auto-école qui a des choses à dire après 30 ans de métier. Pour que sa voix devienne demain la voix intérieure des jeunes conducteurs, Christophe Segui adopte le langage de la pédagogie. Et aussi, on fait le même protocole pour tourner à gauche. Tourner à gauche, c'est venir ici. Et pour venir là. Pareil à un père parlant à son fils, son vocabulaire est à la prudence, à la bienveillance. La route, cela s'apprend, c'est une éducation, une affaire de bonne manière, bref, une histoire de bonne conduite. Au niveau technique, quand même, la majorité des jeunes ont déjà fait du scooter avant de venir à l'auto-école. Mais par contre, c'est là où on se rend bien compte, le souci, c'est par rapport aux connaissances de code et au comportement, l'attitude du conducteur sur la route. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le savoir se conduire, savoir cohabiter avec les autres. Mais la jeunesse reste la jeunesse, quelle que soit l'époque. Seul au monde, presque invincible dans un tête-à-tête parfois fou avec la vitesse. L'auto-école doit donc devenir un lieu de prise de conscience. Souvent, les jeunes qui viennent pour le BCR ont déjà piloté un scooter. Mais il faut les voir et être conscient qu'ils sont autour de toi et qu'ils peuvent faire des bêtises comme toi d'ailleurs. Alors l'apprentissage passe du verbe conduire à l'idée de se conduire, le code, synonyme de survie. Ils sont vraiment conscients, les jeunes, pour moi, mais ils préfèrent, je pense, passer le plaisir d'abord avant la sécurité. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir ça en tête, faire attention, quoi. Oui, quand même. Il suffit d'1 seconde. Usagers, restez vigilants. La prévention, un message martelé par les moniteurs d'auto-école, dont l'autre nom est aussi moniteur de sécurité routière. Les exigences de formation ont évolué, l'examen du code est de plus en plus difficile. C'est une bataille sociétale qui est en cours. La jeunesse doit rapidement gagner sa maturité sur les routes, une obligation contemporaine. Les temps ont changé et les jeunes ils sont obligés de s'adapter à ça et c'est quand même peut-être un peu plus soutenu maintenant, un peu plus rigoureux. Il faut être un peu plus sérieux dans la vie, peut-être qu'avant. Ça veut dire qu'il y a 30 ans, c'était... On était un peu l'innocence que maintenant on leur demande d'être moins innocents. Le bonheur d'être plus que la fureur de vivre, donc conduire en respectant les règles, faute de quoi le temps de l'être n'est que soupir, et la jeunesse a plus besoin de la lumière du jour que de la longue nuit d'une tragédie. 80% du patrimoine foncier appartient aux familles polynésiennes et puisque la sortie de l'indivision est souvent si difficile, certaines familles optent pour une autre approche, la gestion de l'indivision, ce qui leur permet de profiter des terres sans attendre avec les autres ayants droit. C'est l'option choisie par la famille Peu qui s'est découvert il y a peu une terre au fond d'une vallée de Itiya, une histoire de partage harmonieux car il en existe, que nous racontent Florence Okeli et Patita Savea. C'est un petit bout de paradis auquel on accède encore qu'à pied ou en 4x4. Cette vallée inhabitée avait pourtant bien un propriétaire. Après 2 ans de recherches minutieuses, Tehina a réussi à prouver que sa famille
en est l'héritière. Ah, le train vient juste là, au côté. Dans la peinture verte, ça c'est la limite du terrain interne. C'est en faisant des recherches généalogiques et un jour, je suis tombée sur mon ancêtre Touya Tehare. Et à cet instant-là, j'ai fait des recherches et c'est un grand miracle pour moi que mon grand-père nous a donné un héritage qui est cette terre Tehana. Ce terrain, légué par son ancêtre, Tehina l'a divisé en 3 souches. La première restera dans sa fratrie. Et ses 8 frères et sœurs ont fait un choix original, celui de rester dans l'indivision, histoire de s'éviter des années de procédures et de conflits. Tu as vu des familles se déchirer autour des affaires de terre? Oui, beaucoup, beaucoup. Et moi, je ne veux pas que ça se produise dans ma famille. Tout ce que je veux, c'est que moi et mes frères et sœurs en soient unis. La famille a donc signé une convention. Elle leur donne dès maintenant l'usage de cette terre pour 99 ans. Pour que vous puissiez vous installer tout de suite sur le terrain. Sortir de l'indivision, ça passe des années de problèmes au tribunal et ça déchire les familles. Au lieu de les partager, nous, on gère l'indivision. On appelle tout le monde sur la même table et leur dire, voilà la table du Tupuna. Pouvons-nous nous installer ensemble? Une solution alternative qui intéresse la direction des affaires foncières. Elle a fait de l'indivision gérée l'un de ses nouveaux axes de travail. La réflexion, elle se tourne vers probablement plus d'efficacité dans la gestion de l'indivision et donc s'entendre pour gérer un bien commun plutôt que de morceler sur des petites surfaces qui finalement demain seront impossibles à occuper. L'indivision gérée pourrait faire partie du futur schéma directeur de la DAF. En Polynésie, certaines terres sont indivises depuis 7 générations. Et la famille Péou lance un appel à ses lointains cousins pour le partage des 2 lots qui restent à distribuer, les familles Maui Avaeri et Moi Ura Maui. Dans les infos en bref, encore une noyade. Le corps d'un homme d'un certain âge a été retrouvé dans l'eau à Avera, sur l'île de Rayatea ce matin, à proximité d'une rampe de mise à l'eau des bateaux. Le noyé serait locataire d'un pharé situé en bord de plage. Le corps a été transféré à Papeete pour autopsie. Dans un autre registre au tribunal, les 4 employés de l'Intercontinental de Moorea, licenciés pour viol, sont passés hier devant le tribunal des référés qui s'est déclaré incompétent. L'affaire devrait être renvoyée au tribunal du travail le 27 février prochain. Enfin, les journalistes de Tahiti Info ont suivi le procès de cet homme accusé d'avoir poignardé le mari de sa nièce sur l'atoll de Marokau. Une sombre histoire sur une île éloignée sur fond d'alcool et de violence, à lire donc dans l'édition du jour de nos confrères. Nous ouvrons maintenant notre page spéciale municipale. Et ce soir, focus sur la ville de Pirée, une commune qui a donné 2 présidents à la Polynésie, Gaston Floss et Edouard Fritsch. Elle vient d'aménager un parc pour la population. Elle est aussi dotée d'une immense mairie qui a fait jaser lors de sa construction. Elle s'étend sur 34 km² et compte 14 209 habitants. Le taux d'emploi est de 46,5%. L'eau potable est distribuée au robinet dans tous les quartiers. 10 590 électeurs sont inscrits sur les listes et ils doivent se choisir 33 conseillers. Edouard Fritsch se représente à la mairie. Et comme à l'accoutumée, nous avons demandé à certains administrés pris au hasard dans la rue ce qu'ils feraient s'ils étaient élus maires de la ville. Voici leur réponse, toujours un peu dans la même veine. Trouver de l'emploi aux jeunes, s'occuper des anciens et obtenir un rendez-vous avec le vrai maire. On part à Pirée avec Ignacio Raveno et Marcel Bonneau. Si j'étais maire de Pirée, qu'est-ce que je ferais? Sur le coup, je ne sais pas du tout. Peut-être d'autres parcs pour les familles qui ne peuvent pas venir jusqu'ici. Hein. Alors, si j'étais maire de Pirée, j'allais rencontrer la population, être à l'écoute, la demande, du besoin. Et voilà, et surtout aussi pour les jeunes aussi, hein, qui ont tant besoin aussi qu'on les écoute, pour la demande du travail, et voilà, de tout quoi. Et non seulement ça, il y a des projets aussi à faire pour les jeunes aussi, comme le genre du sport, tout ça. Moi-même, je suis jeune, sans emploi,
Et voilà, j'ai été faire mes démarches un peu partout, hein, que ce soit dans les agences d'emploi, que ce soit dans les entreprises privées et même dans les communaux, c'est-à-dire la mairie même de Pirée. Et aucune réponse. Et je me suis dit que voilà, le seul moyen de pouvoir entrer dans la commune, c'est bien avoir un groupe politique. J'aurais été dans les quartiers, rencontrer la population. Je crois que ma population a besoin de ça. Ils ont besoin de leur maire. Parce que c'est pas après les élections, tout le monde se cache. Et quand la population vient à la mairie pour demander un rendez-vous du maire, il faut attendre. On vous donnera un rendez-vous. Ça, il faut arrêter ça. C'est comme les politiciens disaient en ce moment. Il faut aider les jeunes. Il faut aider nos triapos. Mais il faut le faire. Ça, il ne faut pas se mentir. Il faut prouver. Et à Papeete, Chantal Gallon a inauguré sa permanence ce matin, toute de bleu vêtue. La représentante Tavini à l'Assemblée a présenté ses colistiers. Ils sont 35, venus de divers horizons politiques, mais aussi sans étiquette, issus de la société civile. Ce n'est pas la première fois que Chantal Gallon se présente sur une liste municipale, mais pas en tant que tête de liste. On l'écoute au micro de Tita Wadoum. Mes colistiers, ce sont des gens merveilleux, déjà très dynamiques, aimant déjà la commune, parce que ça a été mon premier critère, c'est d'être disponible, être au service des autres. Donc j'ai choisi des personnes très positives déjà, aimantes. C'est pour ça que c'est Ahiria Papeete, c'est le cœur. Hein. Et je dis, c'est comme ça que j'ai discuté avec plusieurs personnes. Et toutes les personnes qui sont là sont vraiment des personnes au service des autres. Et lors de cette conférence de presse, Chantal Gallon s'est un peu fait voler la vedette par Oscar Temaru, qui a annoncé sa propre liste qui se nomme, tenez-vous bien, Tapura, Tawera, Tavini, Iafa. De quoi induire en erreur pas mal d'électeurs, mais Tapura signifiant liste. Il ne s'agit donc pas d'une alliance avec le Tapura d'Edouard Fritsch, mais d'un mariage Tavini-Tawera. Le maire de Faa, élu depuis 1983, est interviewé toujours par Tita Wadoum. Tapura, Tawera, Tavini, Iafa. Et j'aimerais bien que la même chose à Papeete. Tapura, Tawera, Tavini, Iafa. C'est le message, le testament que je veux laisser. On n'est pas éternel. J'ai mené un combat pendant plus de 40 ans. Et l'année dernière, le 13 décembre, une dernière résolution a été adoptée à l'ONU. Rappelons à la France ses responsabilités. Rappelons également, réaffirmons notre droit de propriété, de souveraineté sur toutes les ressources de notre beau pays maoïnoui de 5 millions de kilomètres carrés. C'est après-demain, jeudi, que nous saurons si oui ou non Gaston Flosse pourra se présenter au municipal à Papeete. La Cour de cassation à Paris doit rendre sa décision après avoir été saisie par le candidat. Pour l'instant, rien n'est gagné pour Gaston Flosse, mais rien n'est complètement perdu non plus. Celui qui ne désarme jamais aurait d'autres cordes à son arc pour briguer le fauteuil de maire de la capitale. C'est ce qu'un expert en droit électoral a expliqué à Casey Weishaupt et Michael Bastide à Paris. Un lit, un réchaud et un réfrigérateur, une sous-location de 15 mètres carrés au sein de la permanence de son parti à Papeete. Voilà qui tranche avec l'image de l'ancien président du gouvernement polynésien. C'est pourtant là que Gaston Flosse prétend vivre avec sa compagne pour justifier son inscription sur les listes électorales de la commune qu'il convoite. Une ruse balayée par l'actuel maire, lui-même candidat à sa succession. Alors après le rejet de son recours devant le tribunal de première instance, l'ancien protégé de Jacques Chirac engage un pourvoi en cassation. Il ne devrait pourtant pas en sortir victorieux, d'après le droit électoral. La Cour de cassation, elle ne remet pas en cause, elle ne rejuge pas l'appréciation des faits par le tribunal de première instance. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Et donc, sauf dénaturation totale, la Cour de cassation ne remet pas en cause les faits tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal. On n'est jamais à l'abri d'une autre solution, voire d'un revirement de jurisprudence, ça peut aussi arriver, même si à mon avis les précédents de M. Flosse et le dossier en tant que tel ne plaident pas nécessairement pour lui. Car à 88 ans, celui que l'on surnomme le vieux lion n'en est pas à son coup d'essai. Habitué au démêlé judiciaire, Gaston Flosse n'a peut-être pas abattu ses dernières cartes. S'il n'arrive pas à être inscrit sur la liste électorale, le code électoral prévoit la possibilité, c'est tout à fait légal, de pouvoir être éligible
dans une commune, même si on n'est pas électeur dans la commune. Et donc on pourrait imaginer que même si M. Floss n'arrive pas à se faire inscrire sur les listes électorales, il sorte de son chapeau un titre de propriété où il aurait acheté un bien qui le rendrait éligible malgré tout dans la commune. Mais encore faut-il qu'il ait acheté un bien avant le 1er janvier 2020. Attendu le 13 février dernier, l'arrêt de la Cour de cassation sera finalement rendu jeudi 20 février. Et ce matin, notre invité café est Teoura Iriti, qui se présente à Aroué, seule femme d'ailleurs à briguer le fauteuil de maire. Sa liste se nomme Ia Papaoa. C'est la première fois que Teoura Iriti se présente dans cette commune, à la tête d'un mouvement qu'elle dit ouvert, même si elle réfute toute alliance avec le Tavini. Au micro de Ibrahim Ahmed Aziz, elle a parlé de ses projets, bien sûr, mais les a aussi chiffrés. On écoute un extrait. Je donnerai le simple exemple de l'eau potable distribuée sur Aroué. Sur les hauteurs de Erima, l'eau potable est distribuée, mais vous savez peut-être pas, mais il y a plus de 50% de cette eau qui part dans la nature. Il s'agit pour nous vraiment de revoir la canalisation de ce réseau. Et là, il faut effectivement prévoir pour près de 800 millions. Et un cofinancement auprès du pays et de l'État est inévitable. Là, nous allons nous mobiliser pour que la réfection, en tout cas rénover ce réseau d'eau sur les hauteurs de Erima devienne vraiment une priorité aujourd'hui. Et l'invité café de demain matin sera Tepu Anuisno, à la tête de la liste Yaora Aroué. Le représentant du CESEC, très actif au sein de la Fédération des associations de parents d'élèves, se lance véritablement en politique. Il explique qu'il veut conduire une liste citoyenne pour opérer des changements dans la commune de Aroué. Vos questions sont attendues bien sûr au 40 86 16 00. Enfin, un retour sur le débat d'hier animé en français par Lucille Guichet-Tirao. Notre présentatrice était à Maïna, entourée des candidats qui convoitent la mairie, sauf ceux du Tavini qui ont pour consigne de ne pas participer aux émissions. Pas de grandes déclarations, mais un petit échange assez vif entre deux candidats sur le clientélisme d'avant les élections. Et je viens d'apprendre que le budget de cette année 2020 n'a pas encore été voté jusqu'à ce jour. Alors, allez comprendre 500 millions ou pas 500 millions, on fait des travaux, comment on peut financer des travaux à la veille des élections. Alors, c'est ce que je me pose, nous nous posons... C'est du clientélisme politique, c'est du clientélisme. Pas du tout. C'est du clientélisme. C'est la méconnaissance de la situation du jour au lendemain, la veille des élections, à partir de janvier, tout sort. Tout sort. Pas du tout. Tout sort en janvier, Damas Teouira, rapidement, avant de faire circuler la parole. Non, c'est pas du tout ça. C'est un hasard du calendrier. Pas du tout ça. C'est pas du tout des actions politiques ou ce que vous voulez. Il y a eu de la programmation de l'année dernière qui a été effectuée. Aujourd'hui, il faut bien le savoir, dans la gestion financière d'une commune, il y a ce qu'on appelle les marchés publics. Donc, si vous ne respectez pas le code des marchés, vous allez terminer comme la plupart des tavanins qui ont été condamnés. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas soumettre la commune de Maïna à ce niveau. Bien au courant, monsieur le maire. Justement, c'est par méconnaissance de la situation des communes que vous parlez. Il faut le savoir, il faut comprendre comment ça marche. Ce qu'on s'étonne, c'est que tout sort en même temps, juste à la veille des élections. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, voilà. Voilà, cet extrait du débat d'hier met fin à ce chapitre consacré aux élections municipales. On passe au sport maintenant et on commence avec du surf. Michel Bourrez, Jérémy Flores et Johan Defay se préparent pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Ils sont actuellement en Polynésie pour s'entraîner. Ils vont suivre un stage de 15 jours organisé par la Fédération française et pour l'entraînement, rien de mieux que le spot de Taharu, le reportage de David Chang et Jacques Damour. Johan Defay, Jérémy Flores et Michel Bourrez. Les trois surfeurs sont au top de leur forme. Cette année, le surf fait son entrée dans les JO, mais pas de quoi stresser plus que ça. Il faut garder la tête froide. C'est vrai que tout le monde pense aux Jeux Olympiques, mais pour nous, ça sera juste une autre compétition. On reprend le tour bientôt le 26 mars. Donc du coup, ça va être juste une autre étape du tour. Et parce qu'on va surfer contre les mêmes surfeurs pratiquement, les gars qui sont sur le tour avec nous. Avec ces compétitions qui s'ajoutent au calendrier, plus le temps de souffler. Et le plus difficile, ce n'est pas le surf. C'est surtout les voyages qui sont éprouvants en fait. L'avion, se remettre... Là, de La Réunion, j'ai fait 50 heures de voyage, mais j'ai fait 2-3 jours direct en arrivant où il y a eu le surf à Tupou, du coup on a tout de suite enchaîné. Et là, hier, j'étais pas bien, je suis tombée un peu malade. À ce niveau, il ne reste plus grand-chose à enseigner pour les coachs. Ils se concentrent donc à renforcer la cohésion
car aux Jeux Olympiques, l'esprit d'équipe, c'est essentiel. Vraiment, la cohésion, ça peut être le petit plus la motivation ok, on sait tous que c'est un sport individuel, mais qu'on a les copains qui sont derrière et qui vous poussent, parce qu'il y en a évidemment qui vont perdre avant d'autres, mais qu'il y a cette cohésion qu'on veut qu'ils aillent jusqu'au bout, je pense que c'est important. Ouais. Avec 2 de ces athlètes qui vivent en Polynésie et les JO 2024 à Teahupo'o, la Fédération française de surf profite de ce stage au Fénouan pour commencer à travailler avec la Fédération tahitienne. Le meilleur projet pour faire en sorte que les athlètes arrivent dans les meilleures conditions possibles pour performer sur cette vague incroyable et aller décrocher des médailles. Pour l'heure, les 3 surfeurs reprendront la compétition le 26 mars en Australie sur la Gold Coast pour la première étape du tour professionnel. Et le stage se termine le 27 février. La saison de rugby a repris ce week-end au stade de Fatawa. Les 6 clubs de l'élite se sont donné rendez-vous pour le challenge à 10. Ils se disputent ce challenge sur 2 week-ends. Samedi, malgré la large domination de Pires, c'est Punahou qui s'est illustré grâce à ses jeunes. Reportage Marouki Douri et Patrick Singh Singh. Punahou Aroué, une équipe mobile et jeune opposée à un pack bien trop lourd pour rivaliser à 10 contre 10. Samedi, le club de Punahou a lancé ses jeunes pousses pour la saison à venir, des ailiers rapides et intuitifs qui vont apporter un vrai plus pour espérer rivaliser avec Pires, toujours aussi dominateur en championnat. On a intégré des jeunes cette année, beaucoup. Ils sont 4 ou 5 cette année. Ça fait du bien à l'équipe, clairement. Ils ont réussi à nous montrer que tout était possible et on compte vraiment sur eux cette année. On a une moyenne d'âge un peu plus élevée, on a des gabarits un peu plus opposants. Je pense qu'on sera un peu plus près à 15 qu'à 10. Mais pour l'instant, voilà, la saison redémarre et puis on se fait plaisir, on essaye de retrouver des automatismes. Donc j'ai confiance pour les matchs à venir. Le challenge à 10 est surtout une manière de se mettre en jambes pour la nouvelle saison de rugby à 15. 6 clubs ont participé, Pires a régné sans partage, mais une fois que les effectifs seront au complet, les autres équipes espèrent jouer les troubles fêtes. C'était bien, hein? Nous, par exemple, nous, propriétaires, on n'est pas au complet, hein? Et on a fait de notre mieux, c'est ça. Je vais féliciter mes camarades et tout le monde qui sont présents. Et du côté de la Fédération polynésienne de rugby, le renouvellement des effectifs est une excellente nouvelle pour la saison à venir. On a déjà beaucoup de Tahitiens qui évoluent en France dans différents niveaux, dont le meilleur est en Pro D2, avec aussi des jeunes qui sont dans les centres de formation. Donc oui, on a bon espoir de gagner des places au sein de l'Océania Rugby. La deuxième et dernière journée du Challenge A10 aura lieu samedi. Le championnat A15 reprendra quant à lui au début du mois de mars. Voici pour les infos ce soir et nous sommes revenus sur ces accidents de la route qui sont un véritable fléau en Polynésie, non seulement par le nombre de morts qu'ils causent, mais par les handicaps qui touchent de nombreuses victimes. Une prise de conscience généralisée est nécessaire. Quant à nos confrères de La Dépêche, ils vont titrer ainsi leur édition de demain, mercredi. Oscar Temaru prône l'union. Merci d'avoir suivi ce journal au nom de la rédaction et des équipes techniques qui l'ont préparé. Demain matin, l'info continue en radio avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmed Azi. Et nous, on se retrouve demain soir pour les infos télé. Passez une très bonne soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.